Bonjour François, bonjour à tous. Euh, Bonjour donc on Pascal, va faire bonsoir une petite Georges. présentation. François, vous voulez peut-être prendre la parole quelques minutes? Oui, je peux dire pourquoi nous sommes là tous les trois ensemble ce soir. Alors d'abord, merci à tous de vous être connectés à cette réunion de présentation. Donc, vous le savez, puisque vous êtes connectés, l'Université Paris-Dauphine a fait évoluer son offre de formation et notamment son offre de formation en droit à l'occasion de la rentrée, de la prochaine rentrée 2025. Et c'est dans ce cadre qu'est créée une mention droit de l'entreprise, une toute nouvelle mention de diplôme national de master intitulée droit de l'entreprise. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut revenir 2 ans en arrière, quand le chantier de la réforme de l'offre de formation a été ouvert. Et à l'époque, en discutant avec le professeur Georges Decoq, avec aussi le professeur Arnaud Renoir, puis après, on a été rejoint par notre collègue Pascal Étain. Il nous est apparu qu'il était curieux qu'il n'y ait pas d'offre de formation, qu'il n'y ait pas de diplôme de Dauphine qui soit dédié en droit au monde de l'entreprise, quand on sait que le cœur de métier de Dauphine, le cœur historique de Dauphine, c'est l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est l'ancien président de l'université, le professeur Helmut Mood, qui nous avait, à Georges, à Arnaud et à moi-même, confié la tâche de créer cette mention de droit de l'entreprise. Alors, nous l'avons ainsi réalisé, ainsi conçu, avec un M1 entièrement nouveau, c'est-à-dire un M1 qui n'existe pas actuellement dans notre offre de formation, et dont vous ne trouverez guère d'équivalent dans d'autres universités compte tenu de la façon dont nous l'avons imaginé, ce M1 qui sera dirigé par Pascal Étain. Et ce M1 conduira à deux M2, qui sont là des M2 qui existent déjà au sein de l'Université Paris-Dauphine PSL, mais qui sont entièrement repris, entièrement remis en forme, entièrement reconstruits. Le Master 122 droits et RSE, que dirige Georges Lecoq, et le Master 259, le Master juriste financier, que dirige Arnaud Renoir. Pour ma part, pour quelques jours encore, je co-dirige le Master 122 droits et RSE avec le professeur Georges Lecoq. Et prochainement, je quitterai cette fonction que j'assume depuis très longtemps pour me consacrer à la direction de la mention droit de l'entreprise. Voilà. Alors, cette mention, il faut bien comprendre ce qu'elle est. C'est une mention dont l'objectif est de former des étudiants au métier de l'entreprise, mais pas que. Mais pas que. Comme vous le verrez lorsque Pascal vous présentera la maquette, lorsque Georges vous dira quelques mots sur la poursuite d'études après le M1, il n'est pas question de ne pas former des conseils, il n'est pas question de former des avocats, il n'est pas question de ne pas former des administrateurs judiciaires, des que sais-je. Il est simplement question d'être centré dans notre formation sur le monde de l'entreprise, de manière à ce que demain à demain, quand vous serez dans la vie professionnelle, quand vous serez dans la vraie vie, vous puissiez travailler en entreprise. Bien sûr, il y a énormément de choses à faire en entreprise pour un juriste par-delà les seules directions juridiques, mais que vous puissiez aussi évoluer vers d'autres métiers, vers les métiers des professions libérales réglementées, à commencer par celle d'avocat. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait le choix de rester un diplôme national de master afin d'assurer à nos diplômés l'accès aux professions libérales réglementées, en commençant, encore une fois, par la profession d'avocat, puisque pour ces professions réglementées, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme national de master et non pas d'un diplôme donnant le grade de master. Voilà. Alors, on a donc conçu quelque chose dans le sens d'une articulation M1-M2, et c'est en fait ce qui n'existait pas en droit véritablement à Dauphine aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on a non pas un M1 un peu comme il y a des M1 de droit, droit des affaires un petit peu partout, puis des M2 qui se raccrochent plus ou moins bien, plus ou moins directement, plus ou moins mal, plus ou moins directement. Avec des M2, il s'agissait bien au contraire pour nous
d'avoir le M1 qui conduit naturellement au M2, le M1 qui conduit naturellement au M2, et d'avoir les M2 qui sont issus de ce M1, qui sont issus de ce M1. Donc, le M1, droit de l'entreprise, assure évidemment l'acquisition d'un socle de connaissances fondamentales. Je pense que vous avez regardé déjà les maquettes sur le site institutionnel de l'université. Mais il n'y a pas que l'acquisition de ça, d'un socle de connaissances fondamentales, il y a aussi une véritable ouverture, ouverture vers l'entreprise, ouverture dans l'entreprise, grâce au second semestre qui est largement consacré à un stage. Quant au M2, eh bien, bon, celui que je connais bien, c'est-à-dire le M2 droit et RSE, c'est un M2 qui conduit et qui conduit aujourd'hui de manière presque, j'allais dire naturelle, c'est peut-être excessif, mais enfin presque normale, n'est-ce pas, vers tous ces métiers qui sont liés à la sociétalité dans les entreprises, c'est-à-dire les métiers, par exemple, de la compliance, les métiers du contentieux, bien sûr, du conseil interne, tous ces métiers de juriste en direction financière, de juriste en direction de la performance, de développement durable, juriste en direction du développement durable, qui sont des métiers qui sont apparus, en fait, ces dernières années, qui il y a 10 ans encore, n'existaient pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, les entreprises intègrent, intègrent des considérations RSE dans leur stratégie de développement. Des considérations RSE qui deviennent plus que des outils, qui sont souvent au cœur de leur stratégie de développement. Et c'est pour cela que le Master 122 a développé cette orientation responsabilité sociétale des entreprises sous ma direction depuis déjà un certain nombre d'années, avec la participation de Georges Lecoq, avec la participation de Pascal Étain, qui est un grand fidèle du 122, puisqu'il est lui-même diplômé du 122. Alors, il y a quelques années, je n'en dirai pas plus, mais voilà, vous êtes un ancien, non seulement de la Maison Dauphine, mais du 122, et donc vous avez pu en suivre l'évolution, et vous avez été un acteur très important de l'évolution que j'ai souhaité donner au diplôme depuis quelques années maintenant, jusqu'à ce que Georges de Coq me rejoigne à la direction de ce diplôme. Voilà, pour l'instant, je n'en dirai pas plus si vous le permettez. Je passe la parole à mes collègues qui sont aussi mes petits camarades, afin qu'ils vous présentent davantage le M1, droit de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine PSL. Bonsoir à tous. Effectivement, on va vous présenter un petit peu plus dans le détail le parcours du M1 et sur peut-être ce que vous avez déjà, pour certains, regardé sur le site de Dauphine. Alors, c'est une première année de master, donc comme l'a dit François, qui va vous ouvrir vers deux masters. Le master droit, ce master 122, droit et responsabilité sociétale, et puis le master juriste financier, qui sont tous les deux en apprentissage. Au contraire du Master 1 qui n'est pas en apprentissage. Je le précise parce que j'ai eu une demande d'une étudiante externe à Dauphine aujourd'hui me demandant si oui ou non il y aurait de l'apprentissage dans le M1. Il est uniquement en formation initiale. En revanche, côté professionnalisation, il y a une professionnalisation sur ce M1 puisqu'il va y avoir un stage qui sera d'un minimum de 3 mois, qui débutera en janvier et qui pourra se terminer au mois de juin pour les étudiants qui le souhaitent. Et ce stage pourra aussi, et c'est même presque conseillé, se faire à l'étranger parce que la seconde partie du Master 1 ce seront des SPOC qui se feront à distance. Donc, il pourra y avoir à la fois un stage réalisé à l'étranger et la validation du semestre 2 du master. Alors, ce master 1, il va donner 60 CTS, donc c'est une année complète universitaire. Les formations se feront à la fois en français et en anglais pour certaines,
Donc, on va bien sûr regarder au niveau des admissions les parcours et surtout la capacité des étudiants à parler anglais, puisque c'est la deuxième langue qui sera utilisée pour les enseignements dans ce master. Et le master, il va se faire autour d'une approche pluridisciplinaire. C'est ce qu'on a écrit dans la présentation écrite du master, c'est-à-dire autour des grandes fonctions de l'entreprise, les ressources humaines, la direction administration, les finances, l'assurance, l'innovation, etc., etc. Mais c'est autour de ces grands domaines, des grandes fonctions de l'entreprise que va s'orienter le master. Alors, quels sont les objectifs du master? Ben, c'est d'abord d'appréhender les problèmes juridiques, les problèmes sociétals, les problèmes économiques du monde de l'entreprise. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise par euh, par diverses approches. Pas seulement une approche purement juridique, l'approche économique va également être envisagée on est quand même à Dauphine, et Dauphine, c'est la faculté de l'économie, enfin, l'université de l'entreprise, l'université de l'économie. C'est vraiment autour de ça que ça va se faire. Donc, ça va être d'abord d'appréhender les problématiques de diverses manières. Ensuite, de maîtriser les outils du pilotage juridique des entreprises, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place pour les étudiants la possibilité de bien manier les outils du pilotage, c'est-à-dire comment gérer le juridique dans les entreprises. Ça va être aussi de développer les compétences autour des enjeux actuels et des enjeux d'avenir, notamment l'intelligence artificielle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un domaine inévitable dans les entreprises. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu l'interview de Bill Gates ce matin sur un grand média audio. Et c'était déjà son idée lorsqu'il a créé son entreprise il y a 40 ans, de développer l'intelligence artificielle et de dire que cette intelligence artificielle, bah, un jour, elle serait présente partout. Et on peut penser qu'elle le sera effectivement, et dans un avenir un peu plus proche que lorsque Bill Gates a fondé sa première entreprise. Et puis, c'est pas seulement développer les compétences sur l'actualité et l'avenir, c'est aussi acquérir à la fois un savoir-faire et un savoir-être. Les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. C'est ce savoir-faire et ce savoir-être. Les deux sont extrêmement importants. Il n'y a pas seulement le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. C'est important. Des chefs d'entreprise me le rappelaient il n'y a pas très longtemps lorsque je visitais les entreprises justement pour l'apprentissage, pour les suivis d'apprentissage. Ils m'expliquaient que bah, c'était bien d'avoir les connaissances, mais le savoir-faire, quoi, mais que le savoir-être, c'était aussi quelque chose d'important dans les entreprises. Puis il y a aussi une mise en place d'un module qui va préparer au M2 qui s'appelle en fait réussir son alternance et son insertion professionnelle, parce que même si le M1 n'est pas en alternance, les deux M2 qui sont ouverts, auxquels le M1 ouvre la porte, desquels le M1 ouvre la porte, eh bien ces deux M2 sont en alternance. Donc, pour bien préparer ces M2, enfin le M2 choisi, qui sera probablement en alternance, il y a un module de professionnalisation au M2. Donc, le premier semestre sera un semestre qui sera très riche en cours. Il va commencer tôt. Il va commencer dès début septembre pour s'achever juste avant les vacances de Noël. Il y a un peu plus de 220 heures de cours, donc ça sera vraiment dense au niveau des cours. C'est uniquement en contrôle continu. C'est important de le préciser, parce qu'il n'y aura pas un examen final, et je pense que c'est vraiment un plus pour les étudiants de ne pas avoir
de ne pas encourir le risque d'échouer à un examen final et de pouvoir préparer son année tout au long des cours plutôt que de prendre un risque à ne travailler que pour un examen et risquer de ne pas le réussir. Donc c'est vraiment important ce système de contrôle continu. On l'a choisi d'abord François et Georges et moi ensemble euh, pour, sur cette idée de, de favoriser l'enseignement continu et pas seulement sur une seule étape. Pendant le stage ou projet tutoré, donc le stage, ce que je vous disais, il débutera au second semestre, c'est-à-dire au mois de janvier, tout début janvier. Il pourra débuter dès le 2 janvier, le 1er janvier étant férié, mais dès le 2 janvier, pour une durée minimum de 3 mois. Alors, c'est un stage en entreprise. Alors, l'entreprise étant considérée au sens large, c'est-à-dire, c'est pas seulement LVMH ou L'Oréal, ce sont toutes les entreprises, y compris un cabinet d'avocats, y compris euh, Les ONG. les ONG, une organisation non gouvernementale. C'est vraiment l'entreprise entendue au sens large qui sera prise en considération pour la réalisation du stage de MA. Alors, pour accéder au M1, ce qu'on demande, c'est un bac plus 3, c'est-à-dire 180 crédits ECTS ou un équivalent. Alors, on a d'abord tourné l'offre vers les étudiants de Dauphine, mais ce ne sont pas seulement ceux de Dauphine qui peuvent intégrer le Master 1. Ça peut être des étudiants d'une autre université, voire d'une université étrangère, des étudiants qui ont fait du droit ou qui n'ont pas forcément fait beaucoup de droit auparavant, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément un diplôme de droit, mais peut-être un diplôme de comptabilité ou de finance ou de gestion ou d'économie. Les étudiants de la L3 gestion ont pu avoir une présentation plus détaillée par François Pasqualini et Georges Decoq la semaine dernière, donc certains semblaient intéressés. Donc c'est aussi pour dire que ça ne s'adresse pas uniquement aux juristes, mais que ça va être une formation pluridisciplinaire et que cette pluridisciplinarité, c'est un atout pour les étudiants de travailler ensemble et de travailler pas forcément dans un univers clos de juristes. Et puis, ce qu'on a précisé dans l'offre de Dauphine, c'est pour tous d'ailleurs, c'est que s'il y a des doubles diplômes, ben, on les verra toujours d'un bon œil, voire d'un très bon œil, parce que c'est vrai que c'est toujours un plus que d'avoir un double diplôme, pas seulement avoir fait du droit. Et, euh, et bien sûr, on apprécie également les activités associatives, pas seulement les activités universitaires. Je termine la présentation avec la candidature. La candidature se fait en ligne et une fois la candidature réalisée, il y aura une décision d'admissibilité avec des entretiens sur la base du dossier de candidature, bien sûr. Euh, et puis, enfin, la décision d'admission pour ceux qui seront retenus pour intégrer le M1. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Bien sûr, s'il y a des questions, nous pourrons répondre aux questions. Là, je vais céder la parole à mon camarade Georges Decoq, qui a probablement quelques mots à dire. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots de complémentaires. L'essentiel a été dit, donc je ne vais pas y revenir. Je voudrais juste préciser peut-être la philosophie globale dans laquelle ce M1 a été construit. L'objectif que nous avons poursuivi, François Pasqualini et moi, lorsqu'on a envisagé cette maquette avec Arnaud Renoir aussi.
La philosophie globale, c'était, on vous l'a dit, on s'est mis dans la posture d'un juriste d'entreprise. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, nos étudiants, on va les mettre en situation. Ils sont au sein d'une entreprise, dans un service juridique. Donc, on ne va pas leur faire faire des questions de droit classiquement, on va leur faire faire des questions de droit telles que les autres services de l'entreprise euh, interrogent le service juridique. C'est-à-dire que les juristes en entreprise se comportent vis-à-vis des autres services de la même entreprise un peu comme des cabinets d'avocats internes qui sont saisis de questions et ils doivent répondre aux questions qu'on leur pose. Donc, c'est pour ça qu'on a structuré l'enseignement autour de ces fonctions de l'entreprise. La direction de l'entreprise pose des questions de droit des sociétés et de groupe des sociétés. La fonction finance et assurance, des questions de droit financier et de droit des assurances. La fonction comptabilité, des questions de comptabilité et de fiscalité. Les RH, des questions de droit du travail. Bon, je ne vais pas vous faire la liste complète. Vous avez compris l'idée de tout la façon dont on a demandé à notre équipe pédagogique d'enseigner comme si du droit qui est utile, du droit qui est professionnalisant, du droit qui est intégré dans la vie quotidienne de l'entreprise et non pas de l'approcher selon une optique juridique classique. Ensuite, la deuxième chose qu'on a voulu faire avec François et Arnaud, c'est vous faire gagner du temps. Euh, J'aurais peut-être dû commencer par cela. Je suis personnellement, actuellement et jusqu'en juin prochain, le directeur du M1 droit des affaires et fiscalité, qui était le M1 unique de Dauphine pour tous les Master 2. J'ai été ce directeur de 2017 à 2025. Vous voyez que ça fait quand même un certain nombre d'années et que j'en ai quand même tiré une expérience très importante. Et c'est ce retour d'expérience qu'exprime cette maquette du droit de l'entreprise. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient faire une année de césure. Et à titre personnel, et François et les autres personnes qui composent cette mention, droit de l'entreprise, nous sommes très favorables à l'année de césure. Et donc, nous avons eu l'idée de faire gagner du temps à tout le monde en faisant, au lieu de faire 3 années, d'en faire que 2 en intégrant une sorte de césure partielle au milieu de tout cela. Donc c'est pour ça que nous avons un premier semestre très chargé, moins très chargé, il y a quand même 220 heures euh, au premier semestre, donc entre septembre et décembre. Mais comme il n'y a pas d'examen, il n'y a pas les semaines d'examen, donc ça étale un peu la charge de travail et qu'on est qu'en contrôle continu. Donc on aura des cours jusqu'aux vacances de Noël, de septembre aux vacances de Noël. Et puis après, au second semestre, un semestre de césure en réalité, puisque le stage qu'on a prévu, il est de 3 à 6 mois en France ou à l'étranger. Il n'y aura évidemment que il y aura des enseignements au second semestre, mais qui seront 3 SPOC, 3 modules à distance de 48 heures. Il y a 3 modules de 12 heures. Un module RSE qui forme au master 122-328. Arnaud Renoir, qui dirige le juriste financier, va faire un SPOC de 12 heures sur la mondialisation. Et Morgan Sweeney va faire un SPOC sur l'intelligence artificielle, qui sont, vous voyez, à chaque fois, on fait des SPOC sur des questions transversales. Les étudiants seront, comme ça, ils pourront être à l'étranger et néanmoins suivre ces enseignements à distance et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour nous, ici, en France. Alors, voilà pourquoi on a fait ces SPOC au deuxième semestre, pour vous permettre de voyager tout en ayant un lien avec Dauphine. Il y aura quand même une restitution physique qui sera faite de ces SPOC fin d'année, mais pas en ligne, mai-juin.
Et puis, vous aurez aussi on vous apprendra à gérer des projets. Il y aura une pratique de gestion de projet. Ça, c'est dans une articulation M1 et M2, parce que comme dans le M2, vous aurez beaucoup de travaux tutorés, comme on les appelle, mais comme un serious game, la rédaction d'un contrat, qui vont être des travaux essentiellement collectifs et des gestions et qui se gèrent comme des projets sur le long terme. On va vous apprendre à la fin du M1, par passerelle entre le M1 et les M2, à vous organiser dans votre travail sur le mode rationnel pour éviter les trous dans les raquettes. Voilà, en gros, la philosophie du M1. Et la dernière chose aussi, qui est le fruit d'une expérience personnelle, c'est qu'on s'est rendu compte que, surtout en M2, un peu moins en L3, en M1, mais les choses s'apprennent, euh, on s'est rendu compte que des étudiants, surtout pour la RSE, des étudiants qui n'avaient pas forcément un bagage juridique très important, pouvaient très bien performer sur ces disciplines qui ne sont pas le droit civil classique ou le droit tel qu'on l'enseigne classiquement. Donc, on a décidé d'ouvrir l'accès au M1, mais surtout au N2, à des étudiants qui ont des profils un peu particuliers, qui sont un peu différents de ceux qui ont nécessairement fait beaucoup de droit avant. Alors évidemment, on va regarder les dossiers. C'est toujours on ne peut pas vous faire de promesses de vous prendre à tous les coups. On va regarder. Si vous avez dans votre cursus suffisamment de droit, même sans avoir de diplôme de droit, je pense notamment à ceux qui ont fait CCA, par exemple, ou des choses comme ça. Ou L3, gestion des Ou, organisations. ou L3, gestion des organisations, etc. Vous avez fait du droit, et ce droit que vous avez fait, vous avez eu de bons résultats. On peut, au moment où on va faire les sélections, vous donner des conseils de lecture pour l'été, pour rattraper un retard qui vont vous permettre de vous mettre au niveau pour ne pas être perdu quand vous allez revenir l'année suivante. Et donc, là, c'est un contrat qu'on va conclure avec vous et qui sera fondé sur la bonne foi et votre intérêt propre, parce que vous n'avez pas intérêt à vous planter non plus en droit. Donc, si vous faites ce choix alors que vous n'avez pas une licence en droit au sens strict du terme, mais un tropisme ou une vocation soudaine pour notre discipline, nous, on est prêt à étudier votre situation, on est ouvert sur le sujet, mais ça ne veut pas dire que s'il y a des dossiers qui sont... C'est toujours pareil, vous savez, s'il y a des dossiers avec des gens qui ont des profils sublimes en droit, c'est compliqué de ne pas les prendre non plus. Donc, comme on a un nombre de places limité, puisque nous avons pour être tout à fait transparent avec vous, nous avons entre 25 et 30 places dans ce M1, ce qui n'est pas beaucoup. Vous voyez, vous êtes déjà là, il y a un moment où vous étiez une quarantaine de participants. Ne serait-ce que les 40 participants ne pourraient pas être pris. Vous voyez, bon, à supposer qu'ils candidatent tous. Mais enfin, vous voyez, donc il y a un moment, il faut qu'on fasse aussi cette sélection. Mais j'ai envie de vous dire, ce qu'on recherche, ce sont des profils euh, qui nous intéressent, en tout cas, pas pour nous à titre personnel, pour notre satisfaction personnelle, mais dont on est sûr que éventuellement vous allez réussir dans cette formation. On ne cherche pas à recruter des gens, des étudiants, des élèves, pour les faire échouer. On cherche à vous faire progresser, à vous élever, à faire en sorte que si vous rentrez avec nous, il y a un partenariat, on sera en petit groupe et on essaiera de vous emmener le plus haut possible. C'est ça, et effectivement, ça peut être, parce que la question est posée la conversation, dans le fil de conversation, ça peut être des gens, ça peut être des étudiants qui n'ont pas fait du droit civil depuis 3 ans. Voilà. Soyons,
soyons directs, mais ça ne veut pas dire qu'on exclut ceux qui ont fait du droit civil depuis 3 ans. Voilà. Alors j'ajoute une chose, c'est que aussi bien, si on raisonne sur les M2 ensuite, aussi bien dans le master 122 droit VRSE que dans le master 259 juriste financier, il y a des étudiants, donc dans des M2 diplômes nationaux de master en droit, il y a des profils d'étudiants non juristes de base. Voilà. Et dans le master 122, j'ai toujours eu la politique, ça fait 17 ans que je le dirige, hein, j'ai toujours eu la politique d'intégrer à chaque promotion des gens qui n'avaient pas une formation juridique, des gens qui venaient d'économie, parfois, de gestion, souvent, gestion au sens classique, gestion au sens comptabilité, gestion au sens finance, et j'ai toujours eu aussi la volonté d'intégrer des gens venant du monde des écoles, c'est-à-dire des écoles de commerce, des bonnes écoles de commerce françaises. Je vous rappelle que l'université Paris-Dauphine, si elle est une université, est aussi membre de la conférence des grandes écoles. Voilà. Et donc, le but, et je pense que Georges vient de vous le dire de manière très, très claire, le but, c'est que la promotion soit diversifiée. Promotion diversifiée dans un objectif qui est de vous enrichir. Vous allez être beaucoup plus riche en suivant cette formation si vous n'êtes pas que des profils identiques assis côte à côte sur les bancs de la petite école. Non, vous allez devenir, alors surtout dans une promotion à 25-30, vous allez devenir des acteurs de votre formation, des acteurs de votre formation les uns par rapport aux autres. Vous allez vous aider, vous allez vous enrichir les uns les autres grâce à la diversité de vos profils. Et j'insiste bien sur ce point, c'est que mesurer la chance d'être dans un M1 à 25-30. Mesurer la chance d'être dans un M1 à 25-30, quand dans des universités, il n'est pas la peine d'aller très très loin, il suffit d'aller dans le centre-ville de Paris, où vous avez des cours en M1 à 1000 étudiants et davantage. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais ajouter. On peut prendre des passer questions. aux questions? Oui, Oui, on passe aux questions. Donc, allez-y, on vous écoute, ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras hein, aussi, qu'on se voit les uns les autres, et nous prenons vos questions naturellement. Alors, candidater, oui. Après, je lis la question, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Par rapport à ce sujet, est-ce qu'un diplômé d'une école de commerce en finance, ayant eu des cours de droit en prépa, peut postuler à ce M1? Alors, postuler, vous pouvez. Ça, évidemment, vous pouvez. Nous, on regardera votre dossier, on regardera tous les dossiers de toute façon. J'ai l'habitude, ça fait quand même des années que je fais ça. Je regarde les dossiers et puis après, de toute façon, si on pense, compte tenu de votre dossier, que vous nous intéressez ou vous êtes susceptible de nous intéresser, on vous convoquera à un entretien et on discutera. Et c'est à l'issue de cet entretien qu'on décidera si on vous garde ou pas. Voilà. Mais, encore une fois, on n'a pas à ce stade, en tout cas dans notre esprit, il n'y a pas de nihil obstacle pour ce genre de profil. Il n'y a pas d'obstacle et il n'y a pas de profil type. En fait, vous comprenez bien, il n'y a pas de profil type. Il y a des profils plus classiques, qui sont en effet les gens venant d'études de droit, mais il n'y a pas de profil type. Alors, il y a 2 mains qui se sont levées. Oui. Oui, il y a des Et- questions dans le fil de discussion. Mais Alors, les on peut mains s'étaient levées en avant, premier, avant. donc oui. Voilà. Je vois Alice Renaud, par exemple, si vous voulez prendre la Oui. parole. Oui, bonjour, je m'appelle Alice Renaud et moi je fais une licence de droit et de médecine. Enfin, et j'étudie la santé aussi. Et c'était pour savoir si c'était intéressant comme profil type ou pas du tout, sachant que j'ai travaillé en 2 disciplines totalement différentes, mais qui m'ont permis d'être organisée, etc. Voilà. Alors, il y a 2 sujets qui peuvent être intéressants pour vous. C'est d'abord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur médical. Je pense notamment aux laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des gens qui peuvent avoir votre double compétence, mais pas uniquement. Hein. Et puis,
dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, il y a toujours un service de ressources humaines et heureusement ou malheureusement, qu'on l'approuve ou qu'on le réprouve, aujourd'hui, les questions médicales liées à la maladie au travail, au stress au travail, tout un ensemble de questions qui sont liées au droit du travail en lien avec leurs aspects médicaux sont des sujets très prégnants pour beaucoup d'entreprises, la gestion des arrêts maladie, etc. Donc, si vous voulez rester dans cette filière-là euh, et trouver un lien entre le master qu'on va faire, qu'on va enseigner, et rester dans une fibre droit de la santé, vous pourrez le faire. Si vous venez pour en sortir, j'ai envie de vous dire, vous pourrez le faire aussi. Ok. Vous pourrez le faire aussi, surtout vous pouvez, grâce à ce stage en fin de M1 de 3 à 6 mois, éventuellement l'utiliser pour réorienter, acquérir des... Alors, ça sera après le premier semestre, mais utiliser ces 6 mois j'allais dire de vacances, mais c'est pas tout à fait de vacances, utiliser ces 6 mois pour éventuellement changer le contenu de votre profil grâce à un stage que vous complétez par l'acquisition de connaissances qui vous permet de vous réorienter pour le M2. Ou je sais qu'il y a des gens qui peuvent utiliser cette plage horaire pour se préparer pour le CRFPA dès le mois de janvier, sans attendre, puisque vous n'aurez pas d'examen, sauf 15 jours à Dauphine, fin mai, début juin. Ça vous laisse quand même 6 mois pour vous préparer au CFPA, si c'est ce que vous envisagez. Vous voyez, donc Oui. cette plage de liberté qu'on laisse, d'abord, ce n'est pas une plage de liberté puisqu'il faut faire un stage, et quand même, c'est contrôlé. C'est surtout pour vous l'utiliser intelligemment pour votre futur. Ok. Mais sauf erreur de ma part, ils sont en train de faire une réforme pour le CRFPA pour qu'il soit à partir du Master 2. Oui, mais de toute façon, vous aurez accès à un Master 2 après, donc c'est pas le Oui. sujet. Ah, Voilà. ok. Oui. Si on vous prend en M1, Mhm. on vous garantit de vous prendre en M2. Alors, Ok. voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est que tout étudiant d'un M1 a droit d'accéder, alors dès l'instant où il a validé ses 2 semestres de M1, bien sûr, voilà, tout étudiant d'un M1 a droit à accéder à l'un des M2 de la mention, même si ce n'est pas le M2 de son choix. D'accord. Voilà, mais dès l'instant où vous avez validé les 60 CTS du M1 droit de l'entreprise, vous aurez une possibilité d'accéder au M2 droits et RSE ou au M2 juriste d'entreprise. Voilà, ça, c'est ce que le ministère impose, c'est ce que le Code de l'éducation aujourd'hui impose. Et évidemment, on le fait. Évidemment, nous, en établissement public à Dauphine, bien sûr, on le fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y avait la deuxième main qui s'était levée, c'était Manon Chadot. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour. C'était également pour m'assurer que du coup la formation elle prépare au métier de l'entreprise, juriste de l'entreprise, mais aussi au CRFPA, si jamais on Bien veut être sûr, avocat dans un cabinet. Absolument, bien sûr, bien absolument, sûr, bien sûr. absolument. Il y a aucune incompatibilité, loin s'en faut. Et les gens avec qui nous sommes, les professionnels avec qui nous sommes en contact en ce moment, bah, pour faire connaître cette nouvelle mention, c'est-à-dire l'exercice de présentation à des entreprises, sont des entreprises au sens société commerciale, mais des entreprises au sens cabinet d'avocats aussi, hein, beaucoup de cabinets d'avocats. Donc, il n'y a pas de souci. Et dans mon carnet d'adresses, j'ai quelques, pas beaucoup, mais j'ai quelques cabinets d'administrateurs judiciaires avec lesquels aussi je dois reprendre contact à ce propos-là. Donc, évidemment, les deux sont ouverts. Les deux voies sont ouvertes. D'accord. Et du coup, en termes de matière étudiée, ça va surtout être droit des sociétés. Alors, Alors, allez voir non, la non, c'est très... plaquette. Allez voir la Non, plaquette hein, oui. sur le site Dauphine. C'est extrêmement diversifié. Et c'est pas que du droit, comme Pascal vous l'a dit, c'est pas que du droit. Et alors, vous avez, bien sûr, par exemple, bon,
Le cours que je ferai moi dans le M1 sera un cours de droit des sociétés, qui sera d'ailleurs pas si classique que ça, sans doute, parce que ça ne sera pas un cours de L3, mais un cours de M1. Et en plus, vous aurez un cours de compliance et de gouvernance qui sera fait, lui, par un professionnel, par un directeur juridique d'un grand groupe français, dont la compliance et la gouvernance est le métier de base. Hein. Lui, c'est les mains dans la compliance et dans la gouvernance tous les jours. Voilà. Donc ça sera ce genre de choses-là. Et de même que vous aurez un cours, par exemple, le cours que fera Pascal, sera un cours de propriété intellectuelle, mais attention, accès innovation de l'entreprise. Accès, dire, ça ne sera pas le droit d'auteur. Nous, quand on publie un article, voilà, le droit moral de l'auteur sur son œuvre publiée, ça ne sera pas ces choses-là. Il sera davantage sur les brevets, les marques et l'innovation. Voilà, c'est comme l'IA, tout. Oui. Voilà. Donc, allez voir les maquettes, hein, elles sont en ligne sur le site Dauphine. Vous allez sur l'onglet formation. Là, vous choisissez master et vous avez tous les masters qu'offre l'Université Paris-Dauphine, en commençant par les masters de droit. Plus de la moitié des enseignants ne sont pas des universitaires. Quasiment pour chaque module, il y a un universitaire et un praticien. Donc, on a des juristes d'entreprise, des avocats, des commissaires aux comptes, des fonctionnaires de l'administration par exemple, le droit de la consommation est fait par une fonctionnaire de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence de la consommation, des chasseurs de tête et des spécialistes de gestion de projet qui vont venir vous parler. Donc voilà, il y a tout un panel de professionnels très différents, très variés, et quasiment un prof sur deux n'est pas un enseignant de Dauphine. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a des questions, on peut prendre des questions qui étaient dans le fil de conversation. Oui. Quelqu'un disait, la candidature s'effectue-t-elle sur la plateforme Mon Master? Oui, c'est sur la plateforme Mon Master exclusivement. Il faut candidater au Master 1 droit de l'entreprise. Pour l'instant, vous êtes sur une entrée en Master 1, donc plateforme Mon Master, Master 1 droit de l'entreprise, Université Paris-Dauphine. Exactement. Bonjour, une certification en anglais est-elle requise pour la candidature en M1? Un diplôme universitaire en droit common law est-il valorisé? Merci beaucoup. Alors, les réponses sont non et oui. On ne demande pas formellement une certification en anglais, parce que tout le monde ne l'a pas passé, mais on a... En revanche, si vous en avez une, c'est toujours bien. Si vous en avez une, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas, on va tester votre niveau d'anglais. Si on a un entretien, on va vous parler en anglais. On peut vous poser des questions en anglais pour voir si vous êtes capable. Votre intérêt entre nous, c'est pas de nous mentir sur le sujet, parce que vous savez, on a un système à Dauphine de notes éliminatoires. Une note en dessous de 5 est éliminatoire. Bon. Si vous êtes nul en anglais et que vous avez un cours en anglais avec un examen en anglais fait par un professeur qui n'est pas francophone et qui parfois ne parle pas français, ou très mal, c'est compliqué pour lui de ne pas vous mettre une note éliminatoire. S'il le fait, vous redoublez, et c'est un cauchemar. Moi, ça nous est arrivé une fois, une année, pour tout vous dire, il y a quelques années. Un étudiant était vraiment nul en anglais, il avait menti sur sa certification, il est venu, une fois qu'il était là, il croyait qu'on allait lui donner le diplôme. Non. Alors, on n'a pas 50 matières en anglais dans le master de droit de l'entreprise, mais vous comprenez, vous vous auto-pénalisez. Je veux dire, moi, je pouvais rien faire quand j'ai un enseignant qui me dit il parle pas l'anglais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui peux mettre les notes à la place d'un enseignant en charge d'une unité d'enseignement. Voilà. Donc, en revanche, on ne vous demande pas non plus d'être bilingue, de tous être bilingue. Non. Mais mieux vous serez, mieux ce sera. Alors ça, c'est pour la réponse à la première question. La deuxième question, c'est à Dauphine, en tout cas moi, de mon expérience, et je pense qu'elle est partagée par mes collègues, à aucun moment le fait d'avoir une double compétence, que ce soit du droit de la gestion, du droit de l'économie,
du droit et de la common law est un handicap. Au contraire, nous, on est plutôt, on aime bien ce genre de profil. À aucun moment, et je vous le dis, si vous avez fait un voyage à l'étranger, si vous avez fait un Erasmus dans vos 3 premières années, si vous avez bourlingué, ce n'est pour nous un handicap. À aucun moment, ça ne le sera. Peut-être que vous aurez d'autres handicaps dans votre dossier qui feront qu'on ne vous prendra pas, mais à tout le moins, ce n'est pas cela qui va déterminer chez nous un obstacle, un refus de vous écouter et de vous entendre. Il y aura peut-être d'autres raisons, mais en soi, pour nous, ce ne sont pas des critères. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on préfère des profils un peu atypiques, ou en tout cas enrichis, ou comme cela, avec le droit et la common law, ça nous va très bien. Même si, à titre personnel, je peux être critique sur la common law par ailleurs, mais peu importe. C'est pas mon tropisme ou mon goût pour la common law qui importe. Ce qui importe, c'est votre, vos connaissances, vos compétences et la façon dont vous allez vous intégrer dans un groupe pour travailler ensemble, en petits groupes. Voilà. Ça, c'est déterminant, si vous voulez, et la richesse que vous allez apporter à un groupe. Pour les langues, n'oubliez pas de mentionner dans vos candidatures, si c'est le cas, d'autres langues. Il n'y a pas que l'anglais dans la vie. Pensez que l'espagnol est une des langues les plus parlées au monde. Je crois que c'est la 3e langue parlée au monde aujourd'hui, notamment parce que c'est la langue de tout le monde latin, c'est-à-dire toute l'Amérique au sud du Rio Grande. Donc si vous avez des compétences, même basiques, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, que sais-je, ou dans d'autres langues, Portugais, Brésil, bien sûr, n'hésitez pas à l'indiquer sur vos dossiers. Alors, il y a une question que vous aviez sautée, Georges. C'était celle-là, actuellement étudiant de 3e année de licence de droit, privilégiez-vous certains choix en matière des TD, un minimum de notes et les diplômes non reconnus par l'État, type DU? Alors, vous voulez répondre, Georges, ou je réponds? Non, allez-y, François. Alors, privilégiez-vous certains choix de matière de TD? Bon, il est certain que on va être plus sensible. Là encore, on n'exclut rien, c'est comme vous le disiez, Georges et Pascal, mais on va être plus sensible à des TD de droit des sociétés qu'à des TD de droit des régimes matrimoniaux. On va être plus sensible à des TD, je ne sais pas moi, de fiscalité, qu'à des TD de droit international privé. Vous voyez, bien sûr, la mention, le M1, les M2 sont orientés vers le monde de l'entreprise. Alors oui, avoir pris le droit des sociétés en TD, c'est une très bonne chose. Mais en dehors de ça, c'est assez difficile de vous répondre parce que selon les universités, il n'y a plus de programmes nationaux aujourd'hui, contrairement à ce qui existait de notre temps. Et donc, selon les universités, on peut faire des matières très différentes en 2e, en 3e, en 4e année. Voilà. Personnellement, je pense que le droit des sociétés est une chose très importante. Si vous n'avez pas pris le droit des sociétés en TD, c'est pas pour ça que votre candidature va être rejetée d'office. Voilà, comprenez-le bien. Mais c'est vrai que le droit des sociétés, c'est la base de tout ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise. Un minimum de notes. Est-ce qu'on regarde les notes? Oui, bien sûr, on regarde les notes. On regarde les notes, on regarde d'éventuelles sessions de rattrapage, on regarde d'éventuels redoublements, bien sûr. Mais rien n'est exclusif. Rien n'est rédhibitoire. Voilà, comme je le disais aux étudiants de la L3 gestion de Dauphine la semaine dernière, mercredi dernier, moi j'ai eu une majeure de promotion dans le master 122 qui était une jeune femme qui avait mis 6 ans pour faire ses 4 premières années. Ça veut dire qu'elle avait redoublé 2 fois et les 2 fois où elle n'avait pas redoublé, elle avait eu des rattrapages. Bon, mais elle avait des raisons pour ça. Elle avait des raisons pour ça. Et comme dans son dossier de candidature, elle démontrait une réelle volonté, elle démontrait plus qu'une volonté, je dirais même une conviction dans sa lettre de motivation. Je l'avais entendue en entretien de sélection et elle avait expliqué, voilà, elle avait expliqué dans des mots très simples sa situation personnelle, sa situation familiale qui avait fait que ses études avaient été un petit peu, on va dire les choses telles qu'elles sont, un petit peu chaotiques, ce qui ne lui avait pas
empêcher de réussir et de réussir très très bien. Elle avait été majeure de promotion du Master 122. Donc oui, on regarde les notes. Après, les notes peuvent être une façon de faire un choix entre deux dossiers de force égale, puisque, comme on vous l'a dit, comme Georges vous l'a dit, nous avons un maximum de 30 places. Voilà. Et donc, il faut bien faire des choix. Voilà. Et les choix, ils sont notre fête, parce que c'est notre rôle, parce que c'est notre mission d'en faire. Voilà. Mais on Mais, sait qu'il y a de très grandes variations entre les universités aussi. alors, Vous en plus, savez, bien sûr, et ça, on le un, sait. un 13 à tel endroit vaut pas un 13 à un tel autre endroit. Voilà. Donc, ne vous auto-censurez pas sur la base de vos notes. Les diplômes non reconnus par l'État, type DU, bah oui, c'est une bonne chose. C'est comme un diplôme de common law sur lequel nous interrogeait l'une de vos camarades. Eh bien oui, un diplôme de type DU, un DU de je ne sais pas trop quoi, même si ça montre quoi? Ça montre une volonté d'enrichir votre formation, ça démontre une volonté d'aller au-delà finalement des bases que l'université peut donner en L1, en L2, en L3. Donc, mentionnez-le si vous avez un tel diplôme, même s'il est très éloigné de nos préoccupations. Je dis un truc comme ça au hasard, parce que ça me passe par l'esprit, un DU de contentieux administratif. Oui, ce n'est pas le cœur de formation du Master 122, comme vous l'imaginez, comme vous l'avez bien compris, mais ça montre pour vous une volonté d'aller au-delà, par exemple, du droit administratif général qu'on enseigne la plupart du temps en deuxième année de licence. Il y a une main levée encore. Oui, Clara Sauton, si vous voulez. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, oui, on Oui, vous oui, très entend. bien. Oui. J'avais une question, je me suis un peu renseignée sur la fiche Mon Master et sur la plaquette. Et j'ai vu apparaître un truc, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas eu réponse à toutes mes questions. Il y avait demandé, est-ce que nous souhaitons qu'on poursuive la trajectoire recherche en droit? Et j'ai pas exactement compris ce que c'était. J'ai compris que c'était donc facultatif, mais j'ai pas. La trajectoire recherche, c'est une possibilité qui est donnée par l'université Paris-Dauphine en tant que membre de l'université PSL d'avoir une orientation, un profil plus recherche à certains étudiants dès le M1 et non seulement en M2. Alors la trajectoire recherche en droit aujourd'hui, pour tout vous dire, il y a des questions qui se posent à son propos à Dauphine, justement du fait de la nouvelle offre de formation. On ne sait pas encore très bien comment la trajectoire recherche va s'organiser sur les 4 différentes mentions de droit qui existent aujourd'hui, droit d'entreprise bien sûr, mais aussi droit public, droit notarial et droit des affaires. La trajectoire recherche, pardon, ce sont des séminaires supplémentaires, notamment de méthodologie, des conférences, par exemple de droit comparé, et puis la rédaction d'un mémoire. Alors, si vous regardez la maquette du Master 1 telle qu'elle apparaît, droit de l'entreprise, telle qu'elle apparaît sur le site Dauphine, vous verrez que nous avons comment dire, prévu optionnellement cette trajectoire recherche au second semestre. Parce que c'est ce que tous les M1 font à Dauphine, voilà, les M1 de droit en tout cas font à Dauphine, et il y a des trajectoires recherche dans toutes les disciplines, en économie, en gestion, etc. La chose est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, enfin, sauf à ce que Georges vous ait plus de vision que moi je ne vois pas très bien comment ça va s'articuler avec le stage, surtout si vous faites le stage à l'étranger, parce que jusqu'à présent, les séminaires de la trajectoire recherche sont des séminaires présentiels. D'accord. C'était exactement ça ma question, parce que je comprenais pas vraiment comment ça pouvait s'associer Non, avec non. un stage. Eh Donc, ben non, on ne Pour être, comprend pas non plus, voyez-vous, ça vous pour être avance tout pas. à fait honnête, on pensait que vous alliez nous apporter une réponse. non, bon, bah, vous me rassurez alors. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il était marqué, bon, est-ce important de mettre en avant dans notre candidature les centres d'intérêt et activités que l'on peut pratiquer, et même pour les éventuelles expériences professionnelles en entreprise, en cabinet? Oui. Oui, 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 absolument. C'est très important. Si vous voulez, dans vos dossiers, il y a plusieurs choses. Il y a 3 grands chapitres. Il y a effectivement le chapitre
votre parcours académique, donc alors le bac, hein, bon, mais le L1, le L2, le L3, ce que vous avez fait, les matières que vous avez suivies éventuellement en TD, on l'a dit, vos notes, vos résultats, vos éventuelles mentions, Au etc., stage, etc. Donc au ça, stage. c'est l'aspect purement académique. Et puis à côté de ça, il y a un deuxième volet dans vos candidatures qui est le volet expérience. Le volet expérience, c'est là que se situent effectivement les stages que vous avez faits. Et Les puis les stages, qu'ils soient activités. en entreprise ou en cabinet ou autre chose. Ou autre chose. Donc toutes les expériences que vous avez pu rencontrer en marge de votre cursus universitaire, voire complètement à l'extérieur de votre cursus universitaire. Parce que ça nous en dit beaucoup sur vous. Et puis le troisième volet, troisième dimension, si je puis dire, de votre dossier, bah, c'est vous-même. Alors, quand vous parlez, vos centres d'intérêt, vos activités, c'est très important, surtout les activités associatives. Surtout les activités associatives. Alors, si on raisonne, Georges et moi, en master RSE, hein, master 122 droits et RSE, les engagements associatifs des étudiants sont vraiment très, très importants pour nous. Et parce que de vos centres d'intérêt, de vos activités diverses et variées, qui n'ont strictement rien à voir avec l'université, on peut arriver à comprendre à partir de là votre projet. Parce que le plus important, et Georges et Pascal vous l'ont dit, le plus important, ce sont vos projets. Chacun d'entre vous, quel projet avez-vous? Parce que, pensez bien une chose, nous, on sélectionne des étudiants, mais on sélectionne des étudiants en espérant que les études que nous leur offrons, vont vous être utiles. Nous, on est là, l'université est là pour vous former, bien sûr. Pour vous former, ça veut dire pour vous préparer à réaliser votre projet professionnel. Donc, vos centres d'intérêt, oui. Vos activités extra-universitaires, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a ces trois grands blocs dans les dossiers de candidature. Le bloc que je qualifiais de strictement académique, les cours, les résultats, les notes, enfin, un classique, hein, voilà. L'aspect vraiment professionnalisation, qui est importantissime puisque les deux M2 de la mention, comme on vous l'a dit, seront des mentions en apprentissage. Pascal avait bien insisté sur ce point. Donc, ce que vous avez fait comme stage, comme expérience professionnelle en général, où que ce soit, entreprise, cabinet, association, administration, tout ça est évidemment important pour nous. Dites-le nous, faites-le nous partager. Et puis, vos activités extra-universitaires, vos centres d'intérêt, ce qui est vous-même, et qui nous permettra de comprendre, et d'abord d'en discuter lors de l'entretien de sélection si vous êtes convié à l'entretien de sélection, et puis de voir vraiment votre projet personnel. Bien, dernière question, parce que je crois que ça va couper. Oui, 3 minutes. Oui. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer les modalités pour le second semestre, s'il vous plaît? Je voulais également savoir s'il y avait le même principe de majeur avec TD mineur en M1. Merci à vous. Alors, à Dauphine, il n'y a pas de différence cours magistraux TD. Tous les cours sont des cours TD, et donc il n'y a pas de différence entre l'enseignant qui fait le cours et l'enseignant qui fait les TD. En fait, il y a un volume horaire qui est attribué à un enseignant de 18 heures, par exemple, et dans le cadre de ce 18 heures, l'enseignant fait un cours comme il veut. Soit il fait que des TD, soit il fait que du cours, soit il fait moitié-moitié. Voilà. Chaque enseignant a sa politique d'enseignement en partageant son temps qui lui est alloué en fonction des travaux qu'il veut faire réaliser. Alors, qui ont un impact sur comme on sera en contrôle continu et qu'il n'y aura plus d'examen, faire un cours avec un examen à la fin, ça n'a plus de sens dans ce cadre-là, puisque on est plutôt orienté à faire des enseignements qui seront en contrôle continu. Ceci grâce à ce petit groupe que seront les étudiants du M1 droit de l'entreprise, 25 à Voilà. 30. Ça Il y n'aura aura pas presque pas de sens en fait de faire une dissociation cours et TD, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui à Dauphine dans d'autres disciplines que le droit.
On a des groupes alors, qui peuvent aller, on va dire, entre 20 et 35, hein, grosso modo, entre 20 et 35 étudiants. Et donc, c'est plus l'esprit séminaire avec des échanges, des questions-réponses, des discussions, que véritablement le cours magistral tel que vous avez pu le connaître dans certaines universités, tel que nous l'avons connu nous-mêmes lorsque nous étions étudiants les uns et les autres. Alors, quant aux modalités du second semestre, comme je vous l'ai dit, au second semestre, il y a 3 SPOC de 12 heures qu'il faudra suivre à distance. Et puis, un cours de gestion de projet, pratique de la gestion de projet, qui sera en présence, lui, mais il y aura 2 semaines, si vous voulez. Il y aura une semaine de cours de pratique de gestion de projet. Et puis, on va contrôler vos connaissances en présence sur les SPOC. Voilà. Il n'y aura pas de quiz à distance sur les SPOC. Voilà, comme ça. Non, il y aura un quiz unique à la fin du semestre, sans doute au mois de mai, début juin, comme ça, disons. Il y aura un quiz unique portant sur les 3 SPOC. Voilà. Mais on voudra vous voir en physique pour là. Voilà. Et ce sera des notes d'examen Et sur le séminaire de gestion de projet, bien sûr, ça sera 100% contrôle continu, comme sur tous les enseignements. Le séminaire devant être assuré par une professionnelle de la gestion de projet, une dame dont c'est le métier de former les entreprises, les cadres d'entreprise à la gestion de projet. Ouais. Et qui aime ça. Et qui en plus aime ça. Et qui est une ancienne du 122. Et qui est une ancienne du 122, pour tout dire. En continuité avec la question précédente, valorisez-vous autant les expériences professionnelles que les expériences étudiantes? Alors, est-ce qu'on peut dire valoriser autant? Moi, je regarde tout, hein. Moi, j'ai toujours tout regardé, je sais que mes camarades aussi. Une expérience professionnelle plus limitée, il y a des gens qui n'ont même pas fait de stage. Parce qu'il y a des gens d'abord qui viennent de pays où il n'y a pas de stage étudiant. Donc, il n'y a pas de stage, mais il peut y avoir des tas d'autres choses. Ce que vous appelez les jobs étudiants, tout type d'expérience. Alors, moi, je ne dirais pas valoriser autant, je dis tout est important. Voilà. Et après, dans un dossier, il peut y avoir un stage qui sera très intéressant et qui, par conséquent, pourrait peut-être nous amener à minorer le fait qu'il n'y a pas d'expérience étudiante particulière. Et l'inverse. Voilà. Tout est intéressant parce que ce qu'on cherche à cerner, à comprendre, c'est vous. C'est qui vous êtes. Comme vous aujourd'hui, par exemple, vous essayez de comprendre qui nous sommes. Ben, nous, dans les sélections, on essaye de comprendre qui sont nos étudiants. Bien. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Merci. Et puis peut-être à lire vos dossiers prochainement, voilà, d'ici quelques mois. Et je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne fin de journée encore une fois. Merci de votre attention et merci de l'intérêt que vous portez à la mention droit de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.